premier pitch Ville.la.M de l'année 2026. Alors pour ceux qui nous découvrent, mais je pense qu'il y en a de moins en moins, il y a beaucoup de fidèles, Ville.la.M a été créée par Thierry Lorente et Amanda Lehmann. Elle est l'émanation de Groupe Pasteur Mutualité, qui est une mutuelle historique qui est dédiée aux professionnels de santé. C'est aussi et surtout le socle de nombreuses initiatives et actions qui ont toutes pour dénominateur commun de soutenir l'innovation, soutenir la prévention et donc être extrêmement acteur de la santé d'aujourd'hui et de demain. Alors, des actions, eh bien, c'est ce moment d'échange qu'on va avoir, ce temps très privilégié. Nous sommes entre nous, il y a un expert, donc on avance, on comprend, on prend du recul. Le thème de ce soir est les maladies allergiques. Alors, curieusement, ça peut sonner comme une maladie un peu banale presque, un peu passagère comme ça, saisonnière, mais les allergies, c'est 18 millions de Français qui en souffrent et 3,6 sous des formes sévères. De par-dessus le marché, la prévalence augmente, en particulier sur l'asthme allergique et tout ce qui est de l'ordre du choc violent anaphylactique. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le système immunitaire identifie comme un ennemi une substance qui peut paraître inoffensive? Et puis, surtout, est-ce qu'on a les moyens, maintenant, de prévenir ce type de pathologie? Alors, on a beaucoup de chance. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Pierre Bruns, qui est chercheur et directeur au département d'immunologie de l'unité anticorps en thérapie et pathologie de l'Institut Pasteur, voilà, que nous soutenons beaucoup. Et donc, vous allez nous éclairer sur les mécanismes qui sous-tendent ces allergies, et puis surtout, comment vous avez orienté vos recherches au point d'aller vers des pistes vaccinales. Donc, on est en plein, effectivement, dans la prévention. Donc, vous allez aussi nous expliquer comment on cherche davantage, alors peut-être je vais me tromper, je n'espère pas, non plus à bloquer la réaction allergique, mais plutôt à jouer les troubles faits et modifier l'immunité. Voilà. Donc, tout simplement, je vous donne maintenant la parole. Et comme d'habitude, à la fin, je vous ferai un petit signe quand c'est le moment vous pourrez vous poser vos questions, bien sûr. Bien, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ici. Donc, je travaille juste à côté à l'Institut Pasteur depuis 2004 maintenant, donc ça fait 22 ans que je suis là-bas. Et je dirige une équipe de recherche qui travaille sur les allergies et les auto-immunités. Et on essaie de découvrir les mécanismes qui font que ces maladies se déclenchent et essayer de trouver des solutions thérapeutiques pour essayer de les prévenir ou de faire une thérapie si les maladies sont déjà là. Donc, comme il vient de vous être dit, les allergies, tout le monde connaît. En général, tout le monde a quelqu'un qu'il connaît dans sa famille, parmi ses amis, qui sont allergiques à différents degrés. Les allergies augmentent. On pense que c'est notre mode de vie qui fait que les allergies augmentent. Il y a des hypothèses qui disent que c'est plutôt dans les villes que ça augmente, mais dans les campagnes aussi, ça augmente de plus en plus. On a 70 millions d'Européens qui souffrent d'allergie, d'une forme d'allergie assez sévère qui est l'asthme, dont lequel je vais parler pas mal aujourd'hui. Et il y a au moins 17 millions d'Européens qui souffrent d'allergies alimentaires,
qui peut paraître bénin comme ça. Mais c'est des gens qui sont à risque de faire un choc extrêmement sévère qu'on appelle l'anaphylaxie, qui est un choc brutal, immédiat, et qui, entre 30 minutes et 2 heures, peut conduire à la mort de la personne. Même si ce n'est pas cette personne qui mange l'allergène pour lequel ils sont allergiques. Il y a des cas, par exemple dans les avions, avec l'air pressurisé, où des gens mangent des cacahuètes 3 rangs derrière vous, et vous mourrez d'un choc anaphylactique 3 rangs devant, parce que des aérosols de cacahuètes circulent dans l'avion, et c'est suffisant pour vous créer un choc. Donc parmi toute la famille des allergies, on rentre beaucoup de réactions qui n'ont pas forcément quelque chose en commun, à part des mécanismes moléculaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 de ces mécanismes et de ces maladies, donc l'asthme, les allergies alimentaires et l'anaphylaxie, qui est souvent une conséquence d'une allergie alimentaire. C'est une des premières causes, en tout cas chez l'enfant et l'adolescent. Et ensuite, chez l'adulte, comme on a appris à éviter les allergènes, c'est plutôt les médicaments qui sont en première ligne de déclencher des allergies. Je ne vais pas vous parler de rhinite allergique ni de dermatite atopique, mais les mécanismes sont les mêmes que dans l'allergie alimentaire. C'est les mêmes mécanismes de base. C'est juste que la voie de pénétration des allergènes est différente. Pour les rhinites, c'est les voies aériennes, donc c'est les pollens, les acariens, etc. Pour la dermatite atopique, c'est des choses sur lesquelles vous êtes en contact avec la peau. Et ça peut être aussi des bactéries, des levures, etc., qui poussent sur votre peau, qui vous déclenchent ça. Et pour l'allergie alimentaire, évidemment, c'est les voies respiratoires et buccales qui sont responsables. Alors pour l'asthme, je pense que beaucoup d'entre vous savent que les gens qui ont de l'asthme ont des difficultés respiratoires. Donc il y a tout un panel de symptômes qui peut couvrir les réactions asthmatiques. Donc on peut avoir des difficultés à respirer, donc on a une respiration accélérée. On peut avoir des difficultés vraiment à respirer, on est obligé de s'asseoir pour se calmer son rythme cardiaque pour arriver à respirer. On peut avoir des toux sèches, on peut avoir vraiment des douleurs au niveau des bronches. On peut avoir une respiration sifflante et on peut aussi avoir des toux la nuit parce que les voies respiratoires sont agressées et du coup la nuit quand on dort, comme on a des positions qui ne favorisent pas l'ouverture de la trachée, on a plus de difficultés à respirer. Et en fait, tout ça, la cause de tout ça, c'est le fait que vos bronches, qui sont normalement des tubes très bien fabriqués avec plein de petites alvéoles pour recevoir l'air, sont en fait gonflées et des sécrétions de votre corps bouchent toutes les petites alvéoles qui ne vous permettent plus d'avoir suffisamment d'air pour respirer correctement. Et ça peut aller jusqu'à des points où vous êtes obligé d'avoir une hospitalisation avec une diminution de la fonction respiratoire. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à gauche, toutes les diapos sont en anglais, parce qu'on travaille en anglais à l'Institut Pasteur, mais je ne parlais qu'en français. Donc à gauche, vous avez un donneur sain. Donc c'est une coupe d'une alvéole pulmonaire. Et à l'intérieur, vous avez toute une partie blanche ici, qu'on appelle la lumière des voies aériennes. C'est là où l'air va rentrer depuis les voies nasales et buccales vers les bronches. Donc là, l'air arrive. Et autour de cet espace vide, vous avez des couches protectrices qui sont formées de cellules et de certaines sécrétions qu'on appelle le mucus, qui sont là pour préserver vos bronches de toutes les poussières ou petits matériaux qu'il peut y avoir dans l'air que vous respirez, pour pas que ça aille directement en contact avec les cellules. Ça n'empêche pas que ces petits filtres laissent passer l'oxygène, et ça permet à votre système circulatoire, donc vos globules rouges, de récupérer l'oxygène dans les poumons, et ensuite de les distribuer dans le corps. Chez l'asthmatique, à côté, vous voyez que la structure est très différente. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est rentré dans les tissus, donc vous avez une inflammation. Il y a des cellules qui s'infiltrent, donc ça fait que les alvéoles, elles n'ont plus la place de se détendre et de se contracter, parce qu'il y a de la masse, il y a des cellules qui sont là. Il y a du mucus qui est surproduit, donc c'est une sorte de gélatine un peu qui couvre, donc il y en a beaucoup trop, donc l'épaisseur est très importante, donc ça permet que les échanges gazeux ne se fassent plus. Et du coup, vous avez aussi ce qu'on appelle le remodelage, où en fait le tissu, il n'est pas basé sur son modèle d'origine,
il va évoluer et le corps va lui dire ben là il faut grossir cette partie-là, là il faut faire plus de fibres, là il faut mettre plus de cellules, et du coup vos bronches se remplissent de choses inutiles qui font que finalement vous respirez moins bien. Donc dans l'asthme, on différencie deux grands types médicalement. L'asthme qu'on appelle TH2, qui est en fait un asthme allergique. C'est-à-dire qu'on a identifié que vous êtes allergique à quelque chose qui fait qu'au cours de l'année, vous êtes toujours en contact avec cet allergène et que du coup, vous avez un mécanisme de défense qui fait que vos bronches vont essayer de se protéger de cet allergène. Et le plus courant, c'est l'acarien. Et ça va conduire à une inflammation chronique de votre système pulmonaire et qui va conduire à l'infiltration par des cellules spécialisées qui s'appellent les éosinophiles, qui font partie des globules blancs et qui sont très reliés aux réactions allergiques. Et quand ces éosinophiles arrivent dans des tissus, elles ont plein de petits médiateurs qu'elles peuvent libérer qui vont produire de l'inflammation. Donc elles vont dire à d'autres cellules de venir, donc ça va être encore pire, et elles vont dire au tissu local de réagir et de produire aussi des médiateurs pour dire « Oh là là, il y a de l'inflammation ici, faites quelque chose ». Et du coup, il y a encore plus de cellules qui rentrent et qui sécrètent. Donc c'est une sorte de cercle vicieux et ça s'enflamme. Et ensuite, vous avez l'asthme qu'on dit non TH2, qui n'est pas dépendant des anticorps, qui est dépendant des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T. Donc vous avez sûrement entendu parler dans les cas d'atteinte du sida et du HIV, enfin du VIH en français, qui sont les cellules qui sont là pour patrouiller et venir tuer des cellules qui ne répondent plus aux critères pour rester vivantes. Donc cet asthme non TH2, c'est surtout des lymphocytes T qui sont responsables de ça, et qui vont attirer des neutrophiles, qui sont une autre partie des globules blancs que vous avez dans le sang. C'est 80% de vos globules blancs sont des neutrophiles, et ceux-là vont venir infiltrer les poumons et faire de la dégradation du poumon. Donc vous avez ces deux grandes branches. La branche à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est l'asthme allergique, donc TH2, parce que dans cet asthme, on produit des IgE, qui sont une forme d'anticorps qui a une forte tendance à reconnaître des allergènes. Et en général, quand vous faites tester pour des allergies, on vous prend du sang et on fait un test pour voir si vous avez des IgE contre un allergène du boulot, contre la salive qui est sur la poêle de chat, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous teste. Donc je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe au niveau moléculaire dans les bronches quand un allergène arrive, et pour essayer de vous expliquer pourquoi on a ciblé certaines thérapies sur certaines molécules. Donc un allergène, imaginons un allergène aérien, vous vous promenez dans un parc et vous êtes allergique au bouleau, vous ne savez pas encore que vous êtes allergique au bouleau, il y a des pollens de bouleau qui se baladent comme ça dans l'air, vous les respirez et vous avez des allergènes qui rentrent dans vos bronches. Juste sous les couches des alvéoles, vous avez plein de cellules immunitaires qui sont là pour surveiller ce qui va rentrer dans votre corps. Vous avez ça sur toute votre peau et aussi à l'intérieur dans les muqueuses. Et parmi ces cellules, vous avez des cellules qu'on appelle des cellules dendritiques, parce qu'elles ont des petits bras comme ça qui sortent des cellules qu'on appelle des dendrites, qui sont assez flexibles et qui permettent d'accrocher des choses. Alors c'est pas comme un bras, hein, ça ne ferme pas vraiment comme une main, mais vous avez plein de petits récepteurs et plein de petits systèmes sur ces prolongations qui permettent de capter des objets. Ces objets rentrent à l'intérieur de la cellule, sont digérés en partie, et ensuite ces petites parties sont présentées à des cellules immunitaires qui sont les lymphocytes T, dont je vous ai déjà parlé, qui ont la particularité d'avoir des récepteurs à leur surface qui reconnaissent ces petits morceaux. Et chaque lymphocyte T est spécifique d'un morceau particulier, d'une protéine, d'un glucide, d'un extrait de bactéries, de champignons, etc. Et quand cette réaction se passe, c'est-à-dire que le lymphocyte T dit « Ah, ça je reconnais, c'est pour ça que je suis spécifique, c'est cette petite partie-là », il va s'activer. Et la reconnaissance de ces dendritiques avec ce lymphocyte T, dans le cas d'un allergène, va produire la sécrétion d'un médiateur, d'une petite molécule de signalisation, qui s'appelle l'interleukine 4. Interleukine, ça veut dire que c'est un signal donc inter de leucocytes, qui sont des cellules,
c'est l'interleukine. C'est une petite molécule médiatrice qui va être produite par l'une et donner un signal à l'autre cellule. Donc c'est comme un signal, comme un coup de téléphone en fait entre une cellule et une autre, quoi. Donc ça, l'IL4, c'est une des molécules la plus importante dans toutes les allergies. Dans toutes les allergies qu'on trouve, il y a toujours de l'IL4. C'est vraiment le médiateur majeur. Et c'est pour ça, pour cette IL4, qu'on appelle ça des réponses de type TH2. Vous savez, il y a les TH2 allergiques, non TH2 non allergiques. C'est à cause de cette molécule-là. Cette molécule-là va déterminer si ça va aller vers TH2 ou pas vers TH2. La rencontre entre les cellules dendritiques et les lymphocytes T en présence d'allergènes, ça va aller aussi exciter tout l'environnement de ces cellules-là. Et le tissu va produire d'autres médiateurs qui vont aussi donner des ordres inflammatoires. Donc là, il y en a, je vous en ai illustré ici 3. Et ça va participer au recrutement de nouvelles cellules qui vont venir du sang pour venir rentrer dans les bronches et venir augmenter le nombre de réactions qu'il peut y avoir avec la cellule dendritique, et vous allez avoir plein de cellules TH2 qui vont s'accumuler comme ça à l'intérieur, et les cellules TH2 activées vont se multiplier et vont proliférer. Et en retour d'être stimulées comme ça, elles vont elles-mêmes produire de l'IL4. Donc ça fait IL4 produite par les dendritiques, ensuite IL4 produite par les lymphocytes T. Donc ça commence à amplifier la réaction. Et en plus de ça, elles vont produire une autre molécule qui s'appelle l'IL13, qui a aussi un rôle très fort dans l'allergie, et qui vont toutes les deux permettre de recruter un autre type de globules blancs qui s'appelle les lymphocytes B, qui sont les lymphocytes qui sont responsables de la production d'anticorps. Des lymphocytes B dans votre corps, c'est celles qui produisent des anticorps. Il n'y a pas une autre cellule dans votre corps qui produit des anticorps. Tous les anticorps viennent des lymphocytes B. Les lymphocytes B, quand ils arrivent, ils sont naïfs, ils n'ont rien vu. Et le T lui dit « Ah ben regardez, moi j'ai reconnu ce petit bout-là. Et si le lymphocyte B est aussi spécifique de cette structure, il va lui aussi s'activer, se multiplier. Et sous l'effet de l'IL4 et de l'IL13, au lieu de produire une réponse classique de type IgG, qui sont la majorité des anticorps que vous allez produire, que l'on teste en général quand vous faites vacciner, on va vous faire une prise de sang, on va aller tester si vous avez des IgG contre SARS-CoV-2, contre le virus de la grippe, etc. On teste que les IgG. Et là, parce que l'IL4 et l'IL13 sont là, on donne l'ordre au lymphocyte B de ne pas faire des IgG, mais de faire des IgE. Et c'est ça la cause des allergies. C'est juste ça. Toutes les allergies, c'est ça. C'est parce qu'on a des IgE qui sont produites qu'on va faire des allergies. Et une fois que cette lymphocyte B, on lui dit tu vas fabriquer des anticorps de type IgE, ben, il y a certains lymphocytes B qui vont les avoir en surface, qu'on appelle les lymphocytes B mémoire. Donc eux, ils vont patrouiller l'organisme dans l'attente de revoir cet allergène-là. Et quand ils revoient cet allergène-là au prochain contact que vous avez avec l'allergène, ils vont devenir fous, ils vont se multiplier comme des dingues, et ils vont faire une réaction fulminante en produisant plein d'IgE, d'IgE. Et ça, c'est le rôle de la fin de la différenciation de tous ces lymphocytes B. C'est ce qu'on appelle le plasmocyte ou le plasmablast. C'est-à-dire que la cellule grossit et en fait, elle devient une usine à fabriquer des anticorps. Donc elle se dérègle, elle commence à se manger elle-même. Donc elle mange des structures à l'intérieur d'elle-même pour être capable de produire le maximum de protéines possibles. Parce que les IgE, ce sont des protéines. Et du coup, ça produit jusqu'à ce que ça meure. Et du coup, vous vous retrouvez avec plein d'IgE circulantes dans votre corps qui sont prêtes à aller se fixer à des cellules qui reconnaissent les IgE pour les armer. Donc elles ont des IgE en surface au cas où il y a un allergène qui revienne dans votre corps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie du challenge ou de la réexposition. Donc là, vous êtes déjà dans un cas où quelques mois ou quelques semaines auparavant, vous avez rencontré un allergène. On ne sait pas pourquoi vous avez réagi, donc vos lymphocytes T ont réagi. Il y a des IgE qui ont été produites. Et maintenant, vous vous retrouvez dans un cas où vous n'êtes pas encore allergique, vous n'avez jamais fait de réaction, mais vous avez des IgE. Et ces IgE vont se fixer sur les deux cellules majeures de l'allergie, qui sont les mastocytes dans la peau et les basophiles dans le sang. Les mastocytes, c'est celles qui vont faire des réactions et des plaques rouges sur le corps. Les basophiles, c'est celles qui vont conduire à du relargage d'histamine en grand nombre.
et faire des réactions où vous allez vous sentir mal, vous allez perdre de la tension artérielle, vous allez avoir des problèmes digestifs, etc., si vous faites une allergie assez forte. Et donc ces deux cellules sont remplies de petits sacs qu'on appelle des granules. Et quand les IgE à la surface reconnaissent un allergène, comme ici, donc vous avez les IgE qui sont en bleu, l'allergène en marron, ça va stimuler la cellule et elle va relarguer tous ces petits sacs qu'on appelle des granules. Et à l'intérieur de ces granules, vous avez plein de petites molécules très très puissantes, dont l'histamine, qui vont venir envahir votre système et dire à toutes les cellules qui ont des récepteurs à l'histamine, attention, alerte, faites quelque chose. Et du coup, vous avez une inflammation générale, plein de médiateurs qui sont relargués, et ça vous crée une réaction, soit locale s'il n'y a pas eu beaucoup d'allergènes, soit systémique, c'est-à-dire le corps entier, s'il y a eu beaucoup d'allergènes qui est rentré, qui va conduire à des phénomènes assez graves d'allergie. Donc, ça, c'est la phase qu'on appelle immédiate. Et après, une fois que la première vague d'inquiétude a passé dans votre corps, il y a une deuxième phase qui se met en place, où là, toutes ces cellules immunitaires qui ont été activées par le fait qu'il y a de l'allergène, qu'il y a plein de médiateurs qui sont relargués, vont être dans un état, disons, stressé, où elles vont continuer à produire de l'IL-4, de l'IL-13, mais aussi de l'IL-5, qui est le messager qui va attirer les éosinophiles dans un tissu. Et si la réaction se passe dans les bronches, les éosinophiles vont rentrer dans les bronches, et du coup, ça va vous faire une inflammation à éosinophile, qui est caractéristique de l'asthme. Donc, au centre de toutes ces réactions, vous avez plein de cellules qui interagissent ou produisent de l'IL-13 et de l'IL-4. Et ces deux médiateurs sont responsables de l'augmentation en nombre de cellules qu'on appelle des cellules caliciformes, qui sont dans l'épithélium des bronches, donc à l'intérieur des alvéoles des bronches, vous avez un épithélium, donc une couche de cellules, dans lesquelles les cellules caliciformes produisent du mucus pour protéger cette surface. L'IL-13, ça va conduire à la multiplication de ces cellules, et du coup, vous allez produire de plus en plus de mucus, et du coup, vous allez boucher vos bronches, finalement, avec une sorte de résidu un peu collant, qui va limiter le contact que vous avez avec l'air. L'IL-13 et l'IL-4 vont aussi conduire à la multiplication d'autres cellules qui vont boucher les bronches. Donc vous avez les fibroblastes et les cellules musculaires lisses. Et vous avez aussi l'activation avec ces cytokines de macrophages, qui sont des cellules qui sont là pour manger d'autres cellules, et attirer des éosinophiles. Et finalement, comme je vous disais tout à l'heure, l'IL-4 et l'IL-13, ça va aussi aider les lymphocytes B à changer de programme de production d'anticorps, et au lieu de faire des IgG, vont faire des IgE. Donc pour traiter l'asthme, il n'y a pas vraiment de traitement radical pour l'asthme. Pour l'instant, on traite surtout les symptômes. Donc on donne des corticostéroïdes pour diminuer l'inflammation. Et on donne des bêta-agonistes dans les inhalateurs que vous connaissez, comme la ventoline, qui vont en fait aider les cellules des bronches à se relaxer et à dilater vos alvéoles dans les bronches. Donc en fait, c'est vraiment un procédé mécanistique où on va aider les bronches à mieux fonctionner alors qu'elles sont toutes embourbées de cellules et de mucus. Donc c'est symptomatique, ça n'a pas d'effet à long terme, ça vous aide, mais pas plus que ça. Il y a quand même eu des avancées notoires dans les 15 dernières années, avec 3 anticorps monoclonaux qui ont été développés et qui ont été validés pour être utilisés dans l'asthme. Donc le premier, c'est omalizumab. Ils ont toujours des noms très compliqués, on ne sait pas trop pourquoi. L'omalizumab, c'est un anticorps qui est capable de capturer les IgE. Donc en fait, ça va vous faire diminuer votre quantité d'IgE, donc ça va vous faire diminuer votre capacité à réagir à la présence d'un allergène. Et ça marche dans les asthmes modérés à sévères, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'IgE. Ça ne peut pas être donné à quelqu'un qui a beaucoup d'IgE pour des raisons de sécurité. Parce qu'en fait, ça déclenche des chocs anaphylactiques. Donc ça va jusqu'à un certain niveau et après, on n'en donne plus. Ensuite, vous avez le dupilumab, qui est un peu plus récent, qui, lui, va fixer le récepteur à l'IL-4. Donc l'IL-4, comme l'IL-13, ont des récepteurs. Et en fait, l'IL-4 et l'IL-13 ont un récepteur qui est fabriqué par 2 chaînes. Et en fait, une des chaînes communes s'appelle le récepteur à l'IL-4.
Donc en fait, si on bloque une de ces deux chaînes, on bloque à la fois le récepteur IL-4 et le récepteur IL-13. Donc ça, c'est un anticorps qui marche extrêmement bien, qui a eu un succès phénoménal et qui est en train de remplacer omalizumab, qui est l'anti-IgE, dans beaucoup de cas d'asthme. Parce que comme ça marche sur les cytokines, c'est un cran avant l'IgE. Ça marche déjà sur l'IL-4 et l'IL-13. Donc ça va en conséquence diminuer la quantité d'IgE. Donc en fait, ça marche. Ça semble marcher mieux et sur plus de patients. Et après, vous avez le mepolizumab qui, lui, va capturer l'IL-5, qui est là, le messager qui attire les éosinophiles dans les bronches. Alors, les anticorps monoclonaux, c'est très bien. Par contre, c'est très cher. Donc, c'est entre 30 et 80 000 euros par patient et par an. Donc, pour les anticorps pas trop chers. Les plus chers sont autour de 400 000 euros par patient et par an. Donc, c'est difficile à soutenir pour des systèmes de sécurité sociale. Donc, on essaie de trouver des alternatives moins chères. Mais ça a quand même permis de valider l'IL-4, l'IL-13 et l'IgE comme des cibles thérapeutiques potentielles. Et il y a des gens qui sont depuis 15 ans sous traitement omalizumab, donc sous traitement anti-IgE. Donc, ils n'ont pratiquement pas d'IgE dans leur corps depuis 15 ans. Et ils n'ont pas développé d'autres maladies ou d'autres susceptibilités à d'autres choses, ou à des infections, des choses comme ça. Donc nous, on s'est dit, avec Laurent Reber, qui était à l'époque dans mon laboratoire et qui maintenant a ouvert sa propre unité de recherche à Toulouse, on s'est dit, pourquoi on ne vaccinerait pas contre ces cibles? Parce que du coup, on pourrait avoir notre propre production d'anticorps contre ces cibles, au lieu d'injecter des anticorps tout le temps. Et finalement, ça permettrait de traiter, mais aussi de prévenir dans les cas de famille où il y a des risques génétiques forts d'avoir de l'asthme, par exemple. Donc pour ça, on a collaboré avec une entreprise qui s'appelle Neovax, qui était une entreprise qui a été créée à la base par l'Institut Cochin et qui maintenant s'est déplacée à Suresnes, juste à côté de Paris. Et en fait, eux, ils ont une technologie qui s'appelle Kinoïde, qui est une technologie vaccinale qu'ils ont baptisée comme ça. Et en fait, il s'agit de prendre une molécule très très immunogène, c'est-à-dire une molécule d'une bactérie, par exemple. Si vous injectez ça à une personne, elle va faire une réaction d'anticorps très très forte contre cette protéine, parce que ce n'est pas une protéine du soi, c'est une protéine du bactérie. Donc le système immunitaire est fait pour ça, pour agir très fort. Et en fait, l'idée, c'est de greffer des molécules du soi, donc nos molécules, comme l'IL-4, l'IL-13 ou l'IgE, à cette molécule très immunogène, pour essayer de détourner un système de protection de notre système immunitaire, qui s'appelle la tolérance, pour éviter qu'on fasse des anticorps contre nous-mêmes. Donc ça, c'est une des caractéristiques des maladies auto-immunes. Dans les maladies auto-immunes à anticorps, on va produire des anticorps contre nos propres cellules ou nos propres molécules. Donc là, l'idée, c'est de détourner ce système de tolérance pour essayer de leurrer le système immunitaire en disant « Ouh là là, il y a quelque chose de vraiment dangereux » et de coller dessus une de nos molécules pour que, en même temps que le système immunitaire fasse une réaction contre cette molécule bactérienne, elle fasse aussi une réaction plus faible, mais contre la molécule du soi. Donc ça, c'est l'idée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on greffe nos molécules sur une partie non toxique de la toxine diphtérique. Donc ça vient de diphtéria, d'une bactérie mortelle pour l'homme. Donc on prend un variant non toxique de cette molécule, donc on enlève la partie toxique, on prend que la partie non toxique, mais ça reste une protéine bactérienne très immunogène, et on greffe dessus une ou plusieurs de nos molécules. Et ça forme ce qu'on appelle un coïnoïde. Ensuite, on injecte ça dans le corps, et on espère avoir une réponse anticorps, à la fois contre la toxine diphtérique, mais aussi contre les molécules du soi. Donc je vais vous présenter ça en deux parties. La première partie, c'est contre l'IL-4 et l'IL-13 pour l'asthme allergique. Et la deuxième partie, ça sera pour les IgE. Donc on a greffé de l'IL-4 humaine ou de l'IL-13 humaine, qui sont les deux cytokines les plus importantes dans l'allergie, à cette partie de la toxine diphtérique qu'on appelle la CRIM 197. Donc ça fait 197 acides aminés de long, donc c'est une protéine. On l'a greffé de façon chimique et ensuite on a injecté ça à des souris pour voir si elles étaient capables de faire des anticorps
contre l'IL4 et l'IL13 et de voir après dans des modèles d'asthme si c'était capable de protéger contre l'asthme. Donc pour ça, on a dû se tourner vers des collaborateurs, l'Université de Caroline du Nord, qui avaient par hasard fait exactement la souris dont on avait besoin, qui était modifiée pour porter 3 gènes humains. Donc le gène qui code l'IL4, le gène qui code l'IL13 et le gène qui code le récepteur qui est commun entre le récepteur à l'IL4 et le récepteur à l'IL13. Donc c'était absolument parfait. Et ce n'était pas du tout pour ça qu'ils avaient fait ce modèle. Ils avaient fait pour tester des anticorps monoclonaux. Donc on a pu récupérer cette souris. Et donc chez Neovax, ils ont fait les modifications chimiques de nos protéines. Donc l'IL4, ils lui ont greffé une petite molécule. La CRIM, ils lui ont greffé une petite molécule. Et ces 2 petites molécules, en fait, réagissent l'une à l'autre. Et ça fait comme une sorte de clé de serrure. Et ils peuvent s'attacher l'une à l'autre. Donc ça vous fait qu'au final, vous avez la molécule verte, qui est la molécule bactérienne, qui est greffée par des petites molécules chimiques, ça c'est tout petit, à notre molécule d'intérêt, donc l'IL4 ici et l'IL13 en dessous en bleu. Donc ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a immunisé nos souris qui expriment l'IL4 humaine, qui expriment l'IL13 humaine et qui expriment le récepteur à l'IL4 et l'IL13 avec ces vaccins, parce que comme elles ont elles-mêmes l'IL4 humaine et l'IL13 humaine, normalement elles ne devraient pas pouvoir être immunisées contre l'IL4 et l'IL13 humaine, puisqu'elles l'ont déjà en elles. Donc c'est comme si c'était les leurs. Donc normalement elles sont protégées de cette vaccination, et normalement le système immunitaire ne devrait pas tolérer qu'on immunise contre l'IL4 et l'IL13 humaine. Et en fait, ça marche. Donc si on utilise juste la protéine bactérienne, ici en noir, vous voyez qu'on est à 0. Et si on utilise le vaccin IL4 et le vaccin IL13, vous voyez qu'on a des points rouges qui sont beaucoup plus hauts que les points noirs. Et en fait, là, on dose la capacité de développer des anticorps qui neutralisent l'activité de l'IL4. Donc on a une très forte réponse dans toutes nos souris et dès 5 semaines après la première immunisation, ce qui est assez rapide. Pour l'IL13, vous voyez que les points sont un peu plus disparates. Donc il y a des souris qui ne réagissent pas. Il y a des souris qui réagissent très vite. Et finalement, au bout de 11 semaines, toutes les souris ont réagi. Donc on est dans un cas vaccinal classique. On a une réponse qui met un certain temps à se mettre en place. Mais une fois que c'est en place, ça devrait pouvoir marcher. Donc comme on vaccine contre l'IL4 et l'IL13 et que toute souris ou humain produit des IgE de façon naturelle, on s'est dit, est-ce que ça va diminuer ou pas la quantité d'IgE circulante classique dans ces souris? Vous voyez qu'en bas à gauche, on regarde les IgE circulantes donc dans le sang, on prend du sang et on teste sur le sang la quantité d'IgE. Dans les souris qui sont immunisées juste contre la protéine bactérienne, on a un certain niveau. Et on diminue ce niveau quand on vaccine avec l'IL4 et l'IL13. Donc on a un effet non seulement sur l'IL4 et l'IL13, on a des anticorps qui peuvent les neutraliser, mais en répercussion, on diminue aussi la quantité d'IgE. Et ça se montre aussi en regardant les cellules. Donc on a pris des basophiles de ces souris dans leur sang, et on a pris des mastocytes dans leur péritoine, qui est une sorte de poche qui maintient tous vos organes dans votre ventre. Donc on peut aspirer des cellules depuis cette poche. Et on a regardé la quantité d'IgE qu'ils avaient en surface. Et bien, quand on vaccine, on a moins d'IgE à la surface de ces cellules, ce qui fait qu'il y a moins de réactions allergiques. Du coup, on a travaillé pour développer un modèle d'asthme induit par des acariens. Donc c'est le modèle le plus simple et le plus classique. Donc on peut acheter de l'extrait d'acariens. C'est acheté d'ailleurs par les gens qui font du fromage beaucoup, pour faire des croûtes de fromage, parce que c'est fait avec des acariens. Je vous en prie. Donc en fait, on expose les souris 2 fois par semaine à des extraits d'acariens qu'on leur injecte par voie nasale. Donc c'est des petites doses qu'on leur met. Alors la souris, ça vit habituellement quand même sur le sol, dans la poussière, ça ronge les murs. C'est en présence d'acariens en permanence. Mais dans nos facilités à l'Institut Pasteur, on a des souris qui sont bien protégées, qui ne sont pas exposées comme ça, donc on a besoin de les stimuler quand même. Et puis comme ça, tout le groupe de souris est exposé à peu près la même chose. Et après, on a voulu regarder sur 4 caractéristiques ce qui va se passer. Est-ce qu'on a des IgE qui vont être produites contre les acariens?
Est-ce qu'on a des éosinophiles qui vont venir dans les bronches de ces souris? Est-ce qu'on va avoir du mucus qui va être produit dans ces bronches? Et est-ce que l'élasticité des bronches va être diminuée ou pas en présence de ce modèle d'asthme? Et donc on a fait un modèle prophylactique, c'est-à-dire qu'on traite les souris avec nos vaccins avant de leur induire de l'asthme. Donc on traite pendant à peu près 50 jours les souris en injectant 4 fois le vaccin. Et après, on vient avec notre modèle d'asthme qui est assez fort. Donc on a regardé si, dans ces conditions, au bout du 100e jour à peu près de tests sur les souris, on était encore capable de voir des anticorps contre l'IL-4 et contre l'IL-13. Donc c'est le cas. Ici, à gauche en bas, contre l'IL-4, vous voyez que la production est maintenue. Pour l'IL-13 aussi. Et on a aussi des anticorps, évidemment, contre la protéine bactérienne, contre la crème. Si on regarde la production d'IgE, donc on va toujours comparer les points gris avec les points orange. Les points gris, c'est les souris qui ont été exposées à des acariens. Et les points orange, c'est celles qui ont été d'abord vaccinées, puis exposées à des acariens. Et les deux autres, c'est des groupes contrôle qu'on a fait, où ils n'ont pas été exposés à des acariens. Vous voyez qu'il y a moins d'IgE total en circulation. Et si on regarde les IgE qui sont spécifiques de l'acarien, il y en a aussi moins. Alors que les IgG, qui ne sont pas en général impliqués dans les réactions asthmatiques, il y en a le même nombre. Donc le fait de toucher l'IL-4 et l'IL-13, ça diminue les IgE, ça ne diminue pas les IgG. Ce qui est très important pour la vaccination, puisque quand vous êtes vacciné, ce qu'on veut voir, c'est que vous ayez des IgG. Pour être protégé contre toutes les infections virales, notamment, vous voulez des IgG. Donc on ne veut pas un traitement qui diminue les IgG. Pour les éosinophiles, ce qu'on peut faire, c'est faire des lavages broncho-alvéolaires, c'est-à-dire que ça se fait aussi chez l'homme. Hein. On injecte en fait des fluides dans les voies nasales et après on les réaspire. Et en fait, ça vous fait une sorte de lavage des bronches. On ne met pas beaucoup de liquide pour pas mourir quand même de... comme si vous vous noyiez. Mais il y a des petits volumes qu'on met et qu'on reprend. Et donc avec ça, on est capable de voir s'il y a des cellules qui se baladent comme ça dans vos bronches. Et quand il y a une infiltration éosinophile, on peut en récupérer comme ça. Donc vous voyez qu'avec les points gris, quand on fait de l'asthme, il y a des éosinophiles qui sont présents. Donc il faut tout multiplier par 10 000. Donc il y a 80 000 par exemple à peu près de cellules dans ce lavage-là. Et quand on a traité les souris, on en a beaucoup, beaucoup moins, voire pas du tout. Donc on a un fort effet sur l'infiltration des éosinophiles. Ensuite, on a regardé le mucus. Donc c'est ici dans la deuxième diapo, vous voyez ces marquages très violacés. Ça, c'est la couche de mucus que vous avez à l'intérieur de la voie aérienne. Donc c'est ce qui protège les cellules de la voie aérienne. Et par rapport à une souris normale où il n'y en a pas beaucoup, là il y en a vraiment énormément. C'est vraiment de l'asthme. Et quand on passe ici au 4e carré, là c'est les souris qui ont été vaccinées, donc il y en a beaucoup moins. Et si on représente ça sous un score d'épaisseur, vous voyez qu'il y a une bonne différence entre les souris qui n'ont pas été traitées avec le vaccin ou traitées avec le vaccin. Donc on a un bel effet aussi, qui n'est pas 100%, hein, mais qui est quand même assez fort. Et finalement, on a fait le test qu'on fait faire aux gens en clinique. C'est un test de capacité respiratoire. Donc ça s'appelle de la plétismographie. Ça mesure la quantité d'air expiré, inspiré, et la résistance qu'on observe quand on pousse de l'air à l'intérieur de vos bronches. C'est la capacité de vos bronches à se dilater finalement. Donc ça mesure la constriction, la contraction de vos bronches et aussi la rigidité de vos bronches. Et dans les deux cas, si on regarde la résistance ou l'élastance, qui est la capacité à se dilater, vous voyez qu'entre les points gris et les traits orange, on a fait un vrai gain et on revient pratiquement au niveau du contrôle, qui est le point blanc, dans les deux cas. Donc pour cette partie-là, on avait l'IL-4 et l'IL-13 qui sont les médiateurs majeurs des chocs, des réactions allergiques et principalement dans l'asthme, qui concourent au recrutement d'éosinophiles, au problème d'élasticité des bronches, à la production d'IgE et à la production de mucus. Et finalement, quand on vaccine, on fait des anticorps contre l'IL-4, des anticorps contre l'IL-13, et ça diminue tous ces critères et tous ces symptômes. Donc à ce moment-là, on a fait un brevet qu'on a passé avec l'Institut Pasteur et l'INSERM, qui a été pris sous licence exclusive par Neovax pour développer un vrai vaccin clinique et aller chez le patient. Et on a publié ça dans deux publications scientifiques.
Pour l'IgE, ça va être plus rapide parce que c'est à peu près les mêmes principes. Donc l'IgE, vous vous souvenez, c'est un type d'anticorps qui est peu abondant, mais qui va aller se fixer de façon très prolongée sur deux types cellulaires principaux chez l'homme, qui sont les mastocytes dans la peau et les basophiles dans le sang. Et donc ces cellules sont déjà armées avec des IgE à la surface qui sont capables de reconnaître les allergènes immédiatement. Et pour des gens qui sont allergiques, il suffit de toucher le bout de la langue avec, par exemple, c'est allergique à la cacahuète. Si vous touchez avec le bout de la langue, en quelques secondes, vous avez une réaction allergique profonde qui se passe dans tout votre corps. C'est extrêmement rapide et extrêmement puissant. C'est pour ça que c'est aussi dangereux. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, dans les réactions d'anaphylaxie, qui est la forme exacerbée des allergies, c'est que plein d'organes vont réagir en même temps. Vous avez la peau qui va enfler et commencer à gratter parce que les mastocytes qui sont dans la peau libèrent plein de granules qui sont assez irritants. Donc vous allez commencer à vous gratter. Vous avez les bronches qui vont commencer à dysfonctionner. Vous avez votre système digestif qui va dysfonctionner aussi. Vous allez avoir des nausées, des diarrhées, des maux de ventre assez terribles. Et ensuite, vous avez le symptôme, un des plus graves avec le problème respiratoire, c'est que votre cœur va commencer à dysfonctionner aussi. Vous allez avoir une fuite de liquide du sang vers les tissus, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de volume sanguin, donc le sang ne va plus être pompé par votre cœur parce qu'il y a moins de pression, donc il n'y a plus de liquide à pomper, donc le sang n'arrive plus à circuler. Vous faites un malaise et vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Donc, en pratique clinique, on a des solutions pour éviter la mort. Donc, si le patient est pris suffisamment à temps, on peut en général éviter la mort dans les cas d'allergie sévère, mais parfois, même à l'hôpital, même avec tous les traitements modernes qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas éviter la mort du patient. Ça arrive encore parfois. Donc, les traitements pour l'anaphylaxie sont aussi symptomatiques aujourd'hui. Vous avez les antihistamines qui sont donnés. On ne sait pas si ça marche, mais la communauté médicale mondiale a décidé qu'on en donnait quand même, parce que ça va quand même bloquer tout le système de signalisation par l'histamine. Et comme on ne sait pas bloquer grand-chose d'autre, c'est déjà ça. Mais il n'y a pas d'évidence que quand on donne les histamines, en fait, il y a une vraie conséquence sur la gravité du choc ou la mortalité du choc. Le seul médicament, c'est l'adrénaline, qui lui va avoir les effets inverses du choc anaphylactique, c'est-à-dire qu'au lieu de contracter les bronches, ça va dilater les bronches, ça va augmenter votre pression sanguine au lieu de la diminuer, et ça va augmenter votre rythme cardiaque au lieu de le diminuer. Donc l'adrénaline, ça contre tous les effets mécaniques du choc anaphylactique. Ça marche relativement bien. Après, c'est une question de dose. Si vous avez eu trop d'allergènes, surtout dans les cas des allergies médicamenteuses, où on va vous injecter un médicament contre lequel vous êtes allergique. Vous avez une énorme dose qui circule en vous. On n'est pas forcément capable de bloquer tous les symptômes et ça peut finalement conduire à la mort quand même. Donc au niveau des immunothérapies, ce qui est fait aujourd'hui, si vous avez dû entendre parler, c'est la désensibilisation par de l'immunothérapie allergique. Donc en fait, on va vous injecter des doses croissantes d'allergènes dans votre corps. Et ça permet de dire aux lymphocytes B, arrêtez de faire des IgE et passez un cran plus loin et faites ce qu'on appelle les IgG4, qui sont la dernière classe d'anticorps dans la chaîne. Et ces IgG4, ça ne fait pas grand-chose dans le corps, donc ça évite de faire de l'allergie. Donc vous avez vos IgE qui vont finir par baisser au cours de cette immunothérapie, et les IgG4 qui montent. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans un système plus classique où vous n'aurez pas de conséquences allergiques. Ça induit aussi une tolérance. Donc en fait, les lymphocytes T, les lymphocytes B vont être ordonnés à arrêter de réagir contre cet allergène en produisant d'autres médiateurs qui sont l'IL-10 et le TGF-bêta, qui sont des médiateurs qui disent stop, on arrête la réaction allergique, enfin, on arrête la réaction immunitaire, on arrête de s'activer, on ne produit plus de lymphocytes T ni de B et on arrête de produire des anticorps. Ça marche assez bien pour les allergies au venin, comme les allergènes qui sont dans le venin d'abeille. Ça ne marche pas très bien pour les allergies alimentaires.
Ça marche dans quelques cas, ça dépend du patient, ça prend assez longtemps. Ça marche parfois dans les allergies qui viennent avec des pollens. C'est assez long et contraignant, et c'est très patient dépendant, donc c'est pas fameux. Mais ça marche quand même. L'omalizumab a été utilisé beaucoup dans les allergies, et c'est le premier médicament qui a été officiellement approuvé pour traiter des gens qui ont des allergies alimentaires. Donc ça, c'était juste il y a 2 ans. Alors que l'omalizumab utilise depuis 18 ans maintenant. Donc ça vient d'être mis en place et ça peut protéger. Mais encore faut-il en avoir près de chez soi ou être injecté avant d'avoir des allergènes qui courent. L'omalizumab, en revanche, c'est assez intéressant parce que l'omalizumab, il fixe les IgE, donc il est capable de capturer les IgE, mais les IgE existent sous 2 formes dans notre corps quand ils circulent. Il y a une forme ouverte qui est ici entre les deux branches du bas. Donc là, c'est à l'envers. Donc il y a le domaine 3 et le domaine 4 qui peuvent être soit assez écartés, soit assez rapprochés. Quand ils sont écartés, ils peuvent se fixer aux récepteurs pour les IgE qui se trouvent sur les mastocytes et les basophiles. Donc ils peuvent armer les mastocytes et les basophiles. Quand la forme est fermée, ils peuvent plus se fixer, ils circulent, mais ils n'arrivent plus à se fixer sur les cellules, donc les IgE ne servent plus à rien. Et l'omalizumab, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque les IgE dans la forme fermée. Donc même s'il ne les élimine pas tout de suite, ces IgE ne peuvent plus se fermer sur le récepteur, se fixer sur le récepteur. Donc Laurent Reber, qui est un directeur de recherche à l'INSERM, maintenant à Toulouse, a eu l'idée de se dire, et si on bloquait l'IgE dans cette forme fermée, et qu'on utilisait cette forme fermée pour faire un vaccin, comme ça on pourrait faire des anticorps qui ressemblent à l'omalizumab, donc on pourrait immuniser des allergiques pour qu'ils fassent leur propre omalizumab en gros, et du coup ils seraient protégés sans qu'on ait besoin de les injecter toutes les 2 semaines avec cet anticorps thérapeutique. Donc on a collaboré avec Maria Bakovic, qui est une structuraliste à l'Institut Pasteur, qui connaît très bien la structure des protéines, pour faire cette protéine. On a utilisé une mutation dans l'IgE qui permet de faire un pont supplémentaire entre la partie 3 et la partie 4. Et du coup, ça coince l'IgE dans cette forme fermée. Et du coup, on a fait la même chose qu'on a fait avec les IL-4 et les IL-13. On l'a mis sur la CRIM 197, sur la forme bactérienne, et après on est allé chercher un modèle de souris pour faire les tests. Donc on a une forme qui est mutée maintenant, donc c'est plus l'IgE d'origine, c'est juste un petit bout de l'IgE qui a ce pont spécial qu'on a greffé avec nos petites molécules chimiques pour faire un kinoïde. Et ensuite, on a développé une souris qui produit des IgE humaines et qui a des récepteurs pour les IgE humaines à l'Institut Pasteur. C'était la première souris qui produit des IgE qui a été décrite. Donc on a pris ces souris, on les a immunisées avec notre kinoïde pour voir si on arrivait à produire des anticorps contre les IgE. Et c'est ce qu'on a obtenu. Donc toujours en rouge les souris immunisées, en noir les souris non immunisées avec le kinoïde. Donc on a des IgE. On a aussi des anticorps contre la CRIM, comme toujours. Et on est capable de neutraliser les IgE avec des tests de neutralisation. Et quand on regarde les souris et leur taux d'IgE circulante, les souris non immunisées, elles ont une certaine quantité qui est exprimée ici en milligrammes, en nanogrammes, donc ça fait 1 microgramme d'IgE. Donc c'est 1 million de fois moins qu'un gramme, donc ça fait pas beaucoup d'IgE en circulation. Et ça tombe à 0 quand on a immunisé. Le problème de ça, c'est que les IgE, c'est déjà présent dans votre corps. Si on vous vaccine, vous avez déjà des IgE et qu'on fait des anticorps contre ces IgE, qu'est-ce qui empêcherait ces anticorps d'aller agripper 2 IgE qui sont déjà sur des mastocytes et des basophiles et aller activer ces mastocytes et ces basophiles. Donc on s'est dit, est-ce que c'est dangereux de faire ça pour la souris? Et chez la souris, quand il y a un choc anaphylactique, la souris, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va perdre de la température. Donc elle fait une hypothermie. Donc ça peut descendre jusqu'à moins 12 degrés de température centrale. Donc on passe de 38 degrés, 38 à 39, c'est la température d'une souris, à 27. Un homme à moins 5, moins 6, il est déjà mort. Une souris, ça peut résister. C'est un système vasculaire assez différent, ça a de la fourrure, donc ça peut résister plus fort. Donc là, on a regardé si ça perdait de la température, et en fait, après vaccination, ça ne perd pas de température. Après première, deuxième ou quatrième semaine, après première, deuxième et troisième immunisation contre les IgE. Donc ça a l'air de ne pas poser de risque majeur.
Et après, on s'est dit, si on immunise ces souris et qu'après, on vient lui faire un choc anaphylactique sévère, est-ce qu'elles vont être protégées ou pas? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a immunisé nos souris contre les IgE. On a attendu. Et ensuite, quelques semaines après, on est venu leur injecter une IgE qui reconnaît une petite molécule qui s'appelle le nitrophénil, petite astuce de laboratoire. Et après, le lendemain, on est venu injecter souris avec une dose massive d'albumine recouverte de nitrophénil. Donc ça mime un allergène très puissant, mais au moins, ce n'est pas dangereux pour nous dans le laboratoire. Donc quand on injecte juste l'IgE, il ne se passe rien. Et quand le lendemain, on revient avec l'allergène, on a un choc ici qui fait 3 degrés à peu près de température centrale, avec déjà des morts à 20 minutes. Il y a une partie des souris qui sont mortes. Mais les souris qui ont été immunisées sont totalement résistantes. Pas de mort et pas de perte de température. Donc tout ça, c'est très bien, mais combien de temps ça dure? Parce qu'on ne veut pas immuniser des joues tout le temps. Donc on s'est dit, on va immuniser les souris pendant 4 semaines. On va attendre 1 an. Et après, on va regarder ce qui se passe. Et au bout d'1 an, ici à 52 semaines, on a toujours des anticorps anti-IgE. Et si on leur refait un choc allergique massif après 1 an, vous voyez que les souris qui n'ont pas été immunisées font un beau choc anaphylactique et les souris qui ont été immunisées n'en font toujours pas. Donc 1 an après la vaccination, enfin un peu moins 48 semaines après la vaccination, toujours pas de choc. Donc, on se retrouve dans une situation où maintenant on a 2 types de vaccins possibles. On peut vacciner contre les L4 et L13 ou vacciner contre les IgE. On arrive à outrepasser la tolérance et à produire des anticorps contre ces cibles. Donc, est-ce qu'il vaut mieux vacciner ou utiliser des anticorps monoclonaux? Les anticorps monoclonaux, on les connaît, ils sont relativement sûrs. Dans notre cas, comme on a pris des exemples où il y avait déjà des anticorps monoclonaux qui ciblaient certaines cibles, on a pris les mêmes cibles, donc les cibles sont connues. Les stratégies sont différentes. Le nombre d'injections est très différent. Dupilumab, c'est toutes les 2 semaines, toute la vie. Les kinoïdes, ça serait quelques injections pour démarrer, et après, ça sera un rappel, peut-être tous les ans ou tous les 2 ans. Le coût, c'est 33 000 $ par an aux États-Unis pour le dupilumab, c'est un peu plus cher en France. On estime que ce serait beaucoup moins cher de vacciner. On n'a pas encore les calculs pour ça, évidemment. Et le gros avantage, c'est qu'il y a un effet à long terme avec la vaccination et que du coup, vous êtes protégé aussi contre d'autres allergies et pas seulement l'allergie pour laquelle vous faites traiter. Le risque, c'est évidemment quand on fait une réaction immunitaire contre des protéines du soi, c'est qu'on développe peut-être à long terme des réactions auto-immunes. Là, on apprend à votre système immunitaire à faire des anticorps contre soi-même. Donc, il peut y avoir un risque. Donc, pour ça, il faut faire un suivi assez fin des premiers patients pour savoir s'il va y avoir une réponse contre d'autres protéines du soi, d'autres cibles, si ça peut conduire à des maladies. Alors, ça a déjà été fait, ce genre de vaccination. Les kinoïdes est déjà utilisé chez des patients qui ont du lupus, qui est une maladie auto-immune, en ciblant un autre médiateur qui s'appelle l'interféron alpha. Il n'y a pas eu d'effet secondaire, il y a eu des anticorps neutralisants à long terme, et il n'y a pas eu de risque majeur, il n'y a pas eu d'auto-immunité déclarée non plus. Ça a aussi été fait contre l'IL-1β et l'angiotensine, qui sont 2 autres cibles, et il n'y a pas non plus eu d'effet secondaire. Donc ça a l'air relativement safe, mais on ne sait jamais, une autre cible, ça peut toujours faire autre chose. L'autre question, c'est comment on peut faire pour l'arrêter si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Pour les anticorps monoclonaux, c'est facile, on arrête de les injecter et quelques semaines après, il n'y a plus d'anticorps monoclonal qui est dans votre circulation, donc ça s'arrête tout seul. Pour les kinoïdes, c'est plus compliqué parce que vous avez créé des lymphocytes T et des lymphocytes B spécifiques contre l'IgE, l'IL4 ou l'IL13 et ils ne vont pas mourir comme ça et il faut s'en débarrasser. Mais il y a quand même des solutions, puisque en clinique, on utilise des anticorps monoclonaux pour se débarrasser de ce type de cellules. Pour les lymphocytes B, on peut les tuer avec le rituximab. Et pour les cellules qui produisent anticorps, on peut les tuer avec du daratumumab, qui est un autre anticorps monoclonal, ou du bortezomib, qui est une petite molécule qui bloque la production d'anticorps. Donc ce n'est pas non plus désespéré. On a quand même aujourd'hui un arsenal thérapeutique qui permet de stopper une réaction en cours si jamais on l'a déclenchée et quelque chose se passe mal. Donc pour finir, en perspective, donc on est depuis 2021 avec Laurent Reber à Toulouse en train de regarder d'autres formes de désordres allergiques.
Donc, il regarde notamment des modèles d'allergie alimentaire, et puis on discute de faire de la dermatite atopique. Il est prévu par Neovax de faire de la toxicologie chez le singe, puisque c'est un passage obligé pour tout médicament cette année. Et on espère rentrer en phase clinique en 2027 ou 2028 avec ces composés. Voilà, et je voudrais finir en remerciant les différentes équipes qui ont travaillé avec nous. Neovax pour l'idée originale des quinoïdes, Laurent Reber pour tout le projet qu'il a fait autour des IL4, IL13 et de l'IgE. Et puis les deux étudiantes, Eva Candé-Garcia, qui maintenant est aux États-Unis dans une entreprise pharmaceutique, et Emma Lamana, qui est encore à Pasteur pour l'instant, qui ont fait tout ce travail. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que Louis Pasteur est fier de vous. Ça continue d'avancer. Avez-vous des questions? C'est un exposé assez pointu. Oui. Alors, j'aime bien faire des exposés assez pointus parce que je trouve que c'est important de donner le vrai message et de ne pas essayer de déguiser ça trop fort. N'hésitez pas à poser des questions. Oui. Oui, bonjour. Une vaccination plutôt que des anticorps monoclonaux injectés toutes les 2 semaines, c'est effectivement une avancée, mais j'imagine que vous n'êtes pas les seuls au monde à travailler sur cette piste. Qui est le plus avancé? Combien il y a d'équipes au monde qui développent les mêmes choses, ou est-ce qu'il y a des équipes qui développent des alternatives au MAB complètement différentes de la vôtre? Alors, il y a eu, pour la vaccination contre les IgE, il y a déjà eu des tentatives qui ont été faites, mais pas avec des morceaux de protéines, mais avec des peptides, qui est une petite fraction d'une protéine et qui est plutôt un morceau assez linéaire. Une protéine, ça a tendance à se structurer en volume et à présenter des faces particulières au système immunitaire. Donc il y a l'entreprise Roche et Genentech aux États-Unis qui ont essayé de faire un vaccin thérapeutique contre les IgE. Ça marchait correctement dans leur modèle animal, et quand ils sont passés chez l'homme, ça n'a pas marché. Ils ont réussi à faire quelques anticorps, mais ça n'a pas diminué la quantité d'IgE circulante chez les patients. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Il y a eu une autre tentative qui a été faite en Suisse, je crois, pour un autre type de vaccin IgE, mais en prenant une autre forme, qui n'a pas abouti non plus. Donc pour l'instant, on a l'impression qu'on est les seuls dans ce créneau-là. C'est un créneau qui n'est pas facile parce qu'il y a déjà omalizumab, il y a déjà dupilumab qui sont sur le marché, qui sont en clinique. Et même si ça coûte très cher, c'est aussi une difficulté de convaincre des professionnels de santé de changer de mode de traitement de leurs patients, avec le recul en années qu'ils ont déjà à donner ces traitements, pour passer à quelque chose qui est peut-être un peu plus long terme et qui aura peut-être des effets seulement après quelques mois ou peut-être une année de traitement. Donc ça, c'est la chose qui peut être une difficulté. L'autre chose, c'est de savoir si on va réussir à produire des lots de vaccins qui vont être homogènes, qui vont permettre de donner chez tout le monde le même type de réaction, ou s'il va y avoir des variations entre les patients. Ce qui est moins le cas souvent avec des anticorps monoclonaux où on injecte une dose très forte et du coup on submerge un peu le système avec des anticorps monoclonaux. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas on n'est pas au courant d'avoir des compétiteurs là-dessus. Après, il se peut que des gens fassent des vaccins ARN équivalents et qui se lancent là-dessus. On a essayé de protéger ça dans les demandes de brevets, mais on ne sait pas s'il y a des choses en cours. Félicitations, je m'appelle Madina et Stéphane. J'ai travaillé pas mal d'années dans l'équipe de vaccinologie chez Pfizer. Et donc, c'est très original, le voie de développement, et ça fait un plaisir qu'il y ait un vaccin chez nous, en fait, contre une telle maladie. Ma question, ça sera plutôt, vous la visez comme le vaccin pour les adultes ou pour les enfants? Alors, de ce qu'on a compris de nos amis chez Neovax, ça sera chez l'adulte en premier, parce qu'on ne développe pas un vaccin en premier chez l'enfant. Ça ne se fait pas. Et après, pour trouver... Et après, c'est une question de dose. Et puis, c'est un peu comme le vaccin pour le coronavirus. On a commencé par les adultes, et puis on allait chez les adolescents, puis les enfants, en voyant avec des groupes comment était la réaction. Le système immunitaire a quand même besoin de se mettre en place.
c'est pas évident d'aller vacciner des enfants trop jeunes, donc des nouveau-nés par exemple. Je pense qu'on n'irait pas chercher, même dans par exemple une famille génétiquement atteinte d'asthme sévère familial, on n'irait pas aller vacciner des nouveau-nés avant qu'il y ait vraiment des formes qui se développent ou des symptômes. La réaction qu'on voit en tout cas dans les modèles animaux, c'est très difficile de vacciner des animaux sous un certain âge. Donc il faut attendre que le système immunitaire mature suffisamment pour que les réactions se passent correctement. C'était ma deuxième question. Quel avait l'âge des souris en fait? Là, on est entre 10 et 12 semaines, ce qui représente des adolescents au niveau de la population humaine, même si les souris à 5-6 semaines sont fertiles. Au niveau de leur développement immunitaire, c'est un peu plus tardif. L'âge adulte est entre 15 et 20 semaines, je dirais, peut-être plus tôt. En termes de timeline, vous comptez combien de temps avant pour les vaccinations? Non, avant d'arriver au marché. Moi, j'ai fait de la recherche académique. J'ai suivi des développements de molécules thérapeutiques type anticorps qui mettent entre 8 et 12 ans. Sous le Covid et la pression Covid, on a eu des anticorps qui sont arrivés sur le marché en 1 an, en clinique en 1 an, avec Regeneron qui a mis ses premiers anticorps très rapidement, mais parce qu'il y avait une pression politique. On a tendance à aller un petit peu plus vite maintenant parce que l'avantage de ces modèles qui sont humanisés, donc on a des souris qui portent des gènes humains, ça peut éviter de faire le même travail chez des primates non humains. Donc ça peut éviter aussi de faire 1 à 3 années de recherche chez les primates non humains pour valider ça auprès des instances légales, comme la FDA ou l'IMA, pour les autorisations de faire des essais cliniques. Donc on arrive quand même dans un moment de la science où on peut arriver plus vite parce qu'on a plus de modèles et plus de facilité à arriver très rapidement à des solutions chez l'animal qui a été génétiquement modifié pour être plus proche de l'homme. Mais bon, c'est entre le développement, la stabilité des produits, les tests de toxicité, etc., c'est minimum 8 ans. Bonsoir, merci beaucoup. Vous avez dit au tout début de la présentation que les allergies en fait augmentent à cause de nos modes de vie. Et je voulais savoir si vous avez déjà quelques pistes en fait de pourquoi ça et pourquoi le lien entre le mode de vie actuel et l'augmentation des allergiques. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est le fait qu'on teste davantage ou qu'on surveille davantage. Un des grands exemples dans l'allergie, ça a été la chute du mur entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, où avant la chute du mur, il y avait 6 à 7% d'allergiques en Allemagne de l'Est. Après la chute du mur, il y en avait 35%. L'Allemagne de l'Est était beaucoup plus contaminée par des hydrocarbures, des usines à charbon que l'Allemagne de l'Ouest. Donc il y avait une différence. Et comme les vents majeurs en Europe vont de l'ouest à l'est, il n'y avait pas de contamination dans l'autre sens. Donc il y avait un environnement industriel qui était différent, il y avait des modes alimentaires qui étaient un peu différents aussi. Mais quand même, en 10 ans, ça n'avait pas de raison de passer d'un petit pourcentage à un gros pourcentage. Donc il y a le test et le fait qu'on en parle et qu'on aille le détecter. Donc ça fait que ça augmente. Après, le fait d'avoir beaucoup d'additifs dans ce qu'on mange, d'avoir plein de produits chimiques, d'avoir beaucoup de cosmétiques avec des produits chimiques qu'on ne connaît pas, d'avoir des épandages de produits chimiques dans les champs, d'avoir des voitures qui émettent des choses, ça fait que l'air porte beaucoup de particules, qui peuvent être des particules lourdes et graisseuses, comme les particules qui sont émises par les hydrocarbures et les pots d'échappement, qui font que les pollens, quand ils sont dans l'air, ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent chargés avec des particules un peu plus graisseuses qui viennent de ces polluants et qui ont été montrées dans les modèles animaux, en tout cas, de favoriser la réaction immunitaire qui peut, chez certains individus, faire de l'allergie s'ils ont des réponses de type plus TH2 que d'autres. Donc,
c'est pas absolu, et c'est ça le problème dans la recherche allergique. C'est pas parce que vous vivez à un endroit particulier que vous allez être allergique. Vous pouvez être frère ou frères et sœurs dans le même foyer, avoir subi les mêmes environnements, manger la même chose. L'un peut devenir allergique et pas l'autre. Donc il y a une complexité qui vient de l'apport génétique, de l'exposition et des fragilités de certains par rapport à d'autres. Il y a des hypothèses qui disent que quand on a des infections bronchiques dues à des virus dans l'enfance, on va établir un terrain inflammatoire dans ces bronches et que si en même temps on est exposé à certains allergènes, peut-être que ça peut orienter la réaction immunitaire pour reconnaître ces allergènes comme des dangers à un moment où vous êtes aussi infecté par un virus. Donc il y a eu des hypothèses comme ça. Il y a eu la grande hypothèse qu'on appelle hygiéniste, c'est-à-dire que des gens qui sont constamment exposés à des bactéries, des virus, etc., quand vous êtes dans un environnement peu médicalisé, donc surtout dans des pays avec peu de développement médicaux, vous allez habituer votre corps à réagir fortement à des choses, et ça peut vous protéger contre des allergies. Et en contrepartie, si vous êtes dans un environnement extrêmement médicalisé, plus propre, dès que vous allez être en rencontre avec quelque chose, vous allez réagir de façon exagérée. Donc il y a ces deux hypothèses qui sont un peu opposées. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent si vous avez une action virale, ça peut faire un terrain inflammatoire et vous pouvez faire des allergies. Et il y a l'autre hypothèse qui dit finalement, si vous êtes tout le temps exposé à des choses, ça vous solidifie d'une certaine façon et du coup, vous ne ferez pas d'allergie plus tard. Les plus importantes découvertes, à mon avis, c'est les comparaisons des enfants qui habitent dans des lieux où il y a de l'élevage par rapport aux enfants qui n'habitent pas dans des lieux où il y a de l'élevage. Ceux qui habitent dans des lieux où il y a de l'élevage ne sont en général pas allergiques. Et si on déplace des enfants d'un village où il n'y a pas d'élevage à un village où il y a de l'élevage, il y a moins d'allergies chez ces enfants-là. En fait, le bétail, en général, a sur son pelage une graisse. Vous avez peut-être touché déjà des chevaux, des vaches, des chèvres. C'est un peu graisseux quand vous touchez. Et en fait, ça accumule des allergènes, de la nourriture, des pollens qui se mettent dessus. Et apparemment, le contact avec ces animaux-là fait que vous êtes exposé à un échantillonnage d'allergènes assez tôt dans votre vie, qui font que vous allez vous désensibiliser contre ces allergènes. Et ça, c'est une grande théorie depuis 15 ans maintenant, où il y a des écoles qui ont été construites spécifiquement autour de champs, où il y a des vaches, pour justement essayer de désensibiliser des enfants dans des familles allergiques. Ça a l'air de marcher. Mais on n'en est pas encore à savoir comment le faire pour avoir un traitement à donner ou un environnement chez soi. Mais c'est sûr que l'exposition à des choses variées dans son enfance, ça peut aider, plutôt que d'être restreint dans un environnement particulier, soit dans la ville, soit seulement à la campagne dans certains endroits. Mais c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on est protégé. Il y a plein d'enfants à la campagne qui sont très allergiques. Donc c'est pas simple. Ça s'est fait en France, les écoles. Alors non, en fait, au niveau géographique, c'est assez particulier. C'est des fermes qui sont dans l'Allemagne, dans le sud de l'Allemagne et le nord de la Suisse. En fait, pour des questions géographiques où les vents dominants, qui sont souvent des vents qui viennent de l'Atlantique et qui sont ouest-est, vont prendre des allergènes et les déposer au pied des Alpes. Donc en fait, c'est comme un filtre et du coup, ça dépose beaucoup à ces endroits-là. Et c'est là où on a trouvé le moins d'allergiques en Europe, c'est dans ces endroits-là. Et du coup, c'est pour ça que ces études ont été faites. Donc, il y a probablement d'autres endroits dans le monde comme ça où c'est la même chose. J'imagine que les Rocheuses aux États-Unis, ça doit faire pareil, parce que c'est une énorme barrière nord-sud. Ça doit bloquer aussi les allergènes. Mais c'est quand même assez proche de la mer, les Rocheuses, à beaucoup d'endroits. Il faut attendre la Californie pour que ça s'écarte un peu. Donc il y a peut-être des endroits comme ça dans le monde qui sont aussi des filtres comme ça pour le recueil d'allergènes qui pourraient être bénéfiques. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes Je vous en prie. ces réponses. Et puis de toute façon, on peut continuer un petit peu à côté. Le prochain pitch, c'est le 16 avril. Et on va reparler d'un sujet qui avait déjà été abordé, le bien vieillir. Voilà. Et les rapports entre prévention et chemin vers une vieillesse heureuse et en pleine forme. Et puis surtout sur un sujet qui est important, qui est sous-jacent, qui est comment maintenir un comportement justement sain, etc., tout au long de l'existence. C'est le plus dur. Merci beaucoup.